Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité de ce lundi. À la une, coopération. L'UNICEF fait le point sur ses activités annuelles 2013 en Guinée et s'engage à accompagner le gouvernement l'année prochaine avec une enveloppe financière de 30 millions de dollars. Offre de soulagement pour les usagers du tronçon Béanzin-Koza dans les communes de Matoto et Ratouma. Ils viennent de bénéficier des premières couches de béton bitumineux. Et puis ce soir, notre page rétrospective portera sur l'impact de la délocalisation de la fête de l'indépendance à l'intérieur du pays. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Ibrahima Keïta. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République, professeur Alpha Condé, entame cette semaine la 4e année de son mandat à la tête du pays. De la cérémonie d'investiture à la mise en place de l'Assemblée nationale, en passant par les acquis économiques et politiques, la Guinée aura été le pays de tous les défis. Un anniversaire et sa signification avec Kaba Condé. Aujourd'hui, c'est clair, c'est indéniable, les finances qui étaient catastrophiques il y a 3 ans se tiennent bien. L'inflation qui était galopante est maîtrisée, le taux de change du franc guinéen se stabilise par rapport aux devises étrangères. La production de denrées alimentaires est en passe de devenir autosuffisante. Aujourd'hui, la Guinée a retrouvé la confiance et le soutien concret de ceux sans lesquels rien ne peut aller nulle part dans le monde. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale appuient la Guinée. L'Union européenne a libéré le 10e FED et s'apprête à en faire autant pour le 11e. Le programme PPTE a délesté la Guinée du fardeau de la dette. Les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine et bien d'autres pays s'entendent pour booster la Guinée vers l'émergence. Ayant parfait son code minier, la Guinée est désormais sereinement prête à une coopération gagnant-gagnant avec les plus gros investisseurs dans la bauxite, le fer, l'or, le diamant, le pétrole et tant d'autres éléments du tableau de Mendeleev. La Guinée qui rentre d'Abu Dhabi avec l'assurance de 6 milliards de dollars d'investissement, cette Guinée-là pourrait avant longtemps devenir un pays où il fait bon vivre, tout comme jadis la France de Sully et de Henri IV a connu le bien-être et la prospérité, et ce, malgré les séismes que les politiciens ont régulièrement déclenchés durant ces 3 dernières années. C'est là un paradoxe du régime du professeur Alpha Condé qui a réussi à mettre en place et à consolider les bases d'une bonne économie dans la houle et dans le frima de tous les diables. Alors, maintenant que l'Assemblée nationale est élue, nous osons croire et espérer que ceux des politiciens qui s'y adonnaient cesseront d'attiser les braises et de planter les chardons sur la route du progrès de la Guinée. Alors, ce qui a été fait dans la douleur, dans les larmes et dans le sang, se fera dans le bonheur, dans la joie et dans la fraternité. D'ores et déjà, nous saluons les premiers signes de complémentarité entre l'enjeu démocratique et l'enjeu économique. Aujourd'hui, les lueurs de l'aube. Demain, le soleil de midi. Plus que possible, c'est certain. Bon anniversaire à la Guinée et à son président, professeur Alpha Condé. La première dame de la République, Hadja Diéné Condé, a reçu en audience ce matin la présidente d'une ONG américaine qui évolue dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile à travers le monde. Des précisions avec Ali Badara Condé. C'est par ces chaudes poignées de main que la première dame de la République, Hadja Diéné Condé, a reçu en audience la présidente de l'ONG américaine Mothers Hill International, une organisation humanitaire qui depuis 10 ans œuvre dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile à travers le monde. Rachel Zaslow, sage-femme de son état, a échangé avec la présidente de la fondation PROSMI sur les questions de partenariat entre les deux institutions. Ces deux dames entendent conjuguer les efforts pour améliorer la qualité de travail des sages-femmes dans les villes les plus reculées de la capitale. Autre question abordée, l'équipement de certaines structures sanitaires du pays. Mothers here are very strong. Remercier la fondation et que les mamans en Guinée sont très fortes. Avec les visites qu'elle a eu à voir, elle a vu de fortes mamans qui se battent pour leurs enfants et elle espère qu'avec la fondation PROSMI et l'appui de la première dame, on va se donner la main et l'organisation Mothers Health International pour nous aider aussi à combattre le grand taux de mortalité qu'on a aujourd'hui. En réponse, la première dame de la République, Hadja Diéné Condé, a tout d'abord expliqué les objectifs de sa fondation avant d'évoquer les problèmes auxquels les sages-femmes guinéennes sont parfois confrontées. En Afrique de l'Ouest, la Guinée est le pays où il y a le plus
de décès des mamans et des enfants de la naissance jusqu'à leur 5e année. Donc conjuguer nos efforts pour travailler, éduquer les sages-femmes et les matrones, qu'on les appelle les accoucheuses traditionnelles, avec des gestes simples à sauver les vies. Vraiment, c'est ça que nous attendions. Toutefois, il y a toujours des choses à faire et sans argent, c'est vrai que ça devient très difficile. L'ONG Modage International est présente dans certains pays africains, à savoir le Sénégal, le Kenya, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Et puis, tenue de la revue annuelle du programme de coopération Guinée-UNICEF, la rencontre a permis de faire le point sur les activités réalisées et de déterminer si toutefois les fonds alloués à la Guinée ont été utilisés à bon escient. La bonne nouvelle qui a sanctionné les travaux est cette décision de l'UNICEF d'accompagner la Guinée pour l'année prochaine. Kerno Ousmane Diallo, explication. Pour l'année qui s'achève, l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, a investi 32 millions de dollars en Guinée, essentiellement dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Cette revue annuelle de coopération entre l'institution onusienne et le gouvernement guinéen est l'occasion d'apprécier l'impact de cet investissement sur la communauté. Nous faisons un suivi régulier sur le terrain avec les partenaires, avec même les partenaires du gouvernement qui vont eux-mêmes sur le terrain voir comment les choses se passent. Donc je peux vous dire que dans l'ensemble, sur 2013, sur les 32 millions qui ont été utilisés, je crois que nous sommes pratiquement satisfaits de son utilisation. En 2014, l'UNICEF entend investir à nouveau autour de 30 millions de dollars, ce pour améliorer les politiques sociales et renforcer le plaidoyer en faveur de la santé maternelle et infantile. La lutte contre le VIH-Sida est aussi une de ses priorités. Le gouvernement, de son côté, entend renforcer ses relations avec l'UNICEF pour le bien-être des enfants particuliers. Nous sommes très satisfaits de la collaboration, de la coopération avec l'UNICEF. Sans l'appui de l'UNICEF, beaucoup de nos programmes et projets ne seraient pas réalisés. Désormais, nous voulons vous confirmer que l'État va s'acquitter de tout ce devoir. Le fonds de contrepartie doit être mis à la disposition de l'UNICEF dans les meilleurs délais. Auparavant, cet exercice a été organisé dans les régions avant de regrouper les acteurs au niveau national. Le programme de coopération Guinée-UNICEF en cours d'exécution couvre en effet la période 2013-2017, un programme quinquennal qui fera donc l'objet d'examen à la fin de chaque année, comme c'est ici le cas. Santé, mise en place d'un nouveau bureau pour la coordination nationale du réseau des experts sur l'épidémiologie des maladies évitables par la vaccination. Élus à l'issue de l'Assemblée générale annuelle, les membres de ce bureau auront la charge d'améliorer la couverture vaccinale en Guinée. Sur deux Keïda, compte rendu. En Afrique subsaharienne, les résultats des programmes de vaccination sont encore en deçà des attentes. Pour inverser la tendance dans la région, des réseaux d'experts nationaux de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre existent depuis 2009. Ils interviennent dans le domaine de l'épidémiologie des maladies évitables par la vaccination EPIVAC. L'agence de médecine préventive est une agence qui travaille dans la vaccination en Afrique depuis 42 ans et qui vient d'avoir mandat de l'Alliance Gavi dit fragile en matière de vaccination. Et notre constat est le suivant. La Guinée a des performances qui ne sont pas les meilleures parce que nous avons un certain nombre de problèmes de ressources logistiques. À cette rencontre de Conakry, l'accent est mis sur le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus de vaccination, notamment au niveau déconcentré. Ces représentants de plus de 10 districts sanitaires du pays ont procédé au renouvellement du bureau de la coordination nationale d'EPIVAC Guinée. Les nouveaux promus s'engagent à mériter de la confiance placée en eux. Nous voudrons, dans la mesure du possible, dès qu'il y a naissance au niveau d'une famille, que la maman pense directement à vacciner son enfant, pour que l'enfant soit protégé par les maladies évitables par la vaccination. 20 districts sanitaires bénéficieront de ce programme dans l'amélioration et la promotion de la couverture vaccinale. C'est ainsi que les diplômés du Master en économie et management de santé publique de la 4e promotion d'EPIVAC Guinée ont reçu leur diplôme. Ambiance festive ce matin à la rédaction du journal télévisé. La raison, la remise du prix du meilleur reporter du mois. Et on revient encore, il s'agit de Fatoumata Samoura qui rafle pour la 2e fois consécutive le prix Papa Salès Camara. Mao Sangari.
Pour la seconde fois consécutive, Fatoumata Samoura décroche le prix du meilleur reporter du mois à la rédaction du journal télévisé de la RTG Koloma. Chef du desk économie depuis le 25 novembre dernier, elle s'illustre par la qualité de ses reportages. Au nom du directeur de la télévision et au nom du rédacteur en chef et de toute la rédaction, nous remettons le prix Papa Salès de meilleur reporter de la télévision nationale. Félicitations. Son secret, exercer le métier du journalisme avec un grand intérêt. D'abord, le travail, j'avoue que je le fais avec amour, d'abord par plaisir, et puis le plaisir des autres. Et j'avoue que pour cette deuxième fois que j'ai rappelé le prix, j'étais à Cancan en mission, et tout de suite, le premier qui m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, j'ai eu des larmes aux yeux, franchement. L'idée de récompenser mensuellement les reporters est une initiative de la rédaction en chef du journal télévisé. Une manière d'encourager l'équipe de reporters qu'elle dirige et créer ainsi l'émulation. Le prix porte le nom d'un grand reporter de la RTG, Papa Salès Camara. Le prix porte le nom Papa Salès Camara. C'est un des journalistes émérites de la maison qui a fait preuve de sagacité, de perspicacité, aussi d'effort dans le métier de journalisme. Donc en associant ce nom à ce prix, c'est pour dire que toute personne qui rafle ce prix a mérité ce prix. Parce qu'il a fait des efforts et à travers ses reportages, on le reconnaît et c'est le jugement des pairs. C'est-à-dire que ce n'est pas un prix qui est décerné par un collectif, mais c'est l'ensemble de la rédaction qui juge du travail bien fait de tel ou tel reporter. C'est le 6e prix de ce genre décerné à la rédaction du journal télévisé. Les premiers récipiendaires sont Safiatou Kondé, Kerno Ousmane Diallo et Makale Souma. Allez, les femmes du JT, félicitations à Samoura Fatoumata. Le bitumage des tronçons de route se poursuit dans les quartiers de Conakry. Après Kipé, l'entreprise OAS a commencé à mettre le bitumage sous la route reliant Kolomado à Koza. C'est une action, vous allez le constater, vivement saluée par les populations riveraines. Encore, elle nous revient, Fatoumata Samoura. Emprunter la transversale qui relie les quartiers Bienze et Koloma à Koza était un véritable parcours de combattant. Pour cause, l'impraticabilité du tronçon. Depuis que cette bretelle est tracée et le bitumage entamé, ils sont nombreux les usagers en provenance de l'aéroport à rallier facilement Koza. C'est une satisfaction, comme vous l'avez si bien dit, après tant d'années, après tant de régimes, et la voie a été toujours ignorée. Comme vous le voyez aujourd'hui, cette voie est vraiment faite aujourd'hui grâce au gouvernement du professeur Alpha Condé. Nous ne pouvons que le remercier et remercier son gouvernement. Forte du soutien des riverains et de l'autorité de tutelle, l'entreprise brésilienne OAS promet de construire cette transversale longue de 2 km dans les règles de l'art. À Sigiri, l'agriculture a de belles perspectives. Après la pose de la première pierre de la Chambre d'agriculture, cette ville vient de recevoir un important lot de matériels agricoles et des médicaments pour l'hôpital. C'est un geste de l'ONG Les Enfants de l'Air qui a également assuré la formation des acteurs agricoles. Sekou Fernand Kourma pour des explications. La pose de la première pierre de la Chambre d'agriculture de Sigiri coïncide avec l'octroi d'un important lot de matériel agricole à la direction préfectorale de l'agriculture. C'est un geste de l'ONG française Les Enfants de l'Air. Ce dont comprend un pulvérisateur à grand débit, une cuve de 600 litres, un semoir de 12 mètres de long et d'un épandeur d'engrais d'une capacité de 600 kg. À cela, il faut ajouter la formation des cadres à l'utilisation de ces équipements et la réalisation d'une analyse technique du sol de la plaine de Sigiri Centre. Les éleveurs, les pêcheurs, les paysans et autres sont aussi contents parce que nous disposons désormais d'un local pouvant nous abriter. Avec cet édifice, ce sera un lieu de rencontre de tout le monde du développement rural, à savoir les éleveurs, les agriculteurs, les forestiers, tous ceux-ci ont maintenant un bureau, où ils peuvent poser les problèmes, où ils peuvent discuter des problèmes de développement. On a pris les dimensions du terrain, et puis chez nous on a calculé comme il fallait l'arroseur pour irriguer cette parcelle. Et donc on a envoyé par conteneur le matériel pour irriguer cette parcelle. Et cette année, quand nous sommes arrivés, nous sommes venus lui faire voir comment il fallait installer les tuyaux, les arroseurs et tout ça pour qu'il puisse s'en servir.
L'ONG Les Enfants de Lait a également assisté l'hôpital préfectoral en matériel médicaux, en médicaments, et elle a assuré la formation des agents de santé pendant près de 3 ans. Ce partenariat fructueux dote le centre de prestations agricoles d'équipements modernes pouvant améliorer le système agricole de la préfecture. Dans le pays profond, après le labour, l'heure est à la récolte. Sur les plaines de Manchon, à Bofa, l'association des marins retraités a procédé à la récolte de son riz. Cette année, ce sont 50 hectares qui ont été réalisés par le groupe qui se fixe pour défi l'atteinte de 300 hectares l'année prochaine. Abdul Karim Kamara, Marcel Massadoun. Après leur carrière militaire, ces officiers marins se sont fixés comme défi leur reconversion dans l'agronomie. La première opération de l'association a démarré l'année dernière avec 33 hectares contre 50 hectares de riz cultivés cette année à Kampomi. Notre objectif, c'est pour atteindre les 300 hectares qu'on s'est assignés. Et les 300 hectares là, il faut beaucoup de moyens. La machine Laverda qui pourrait nous faciliter les travaux ne peut pas descendre dans l'eau. Ce qui va nous amener à utiliser la main-d'œuvre locale qui va nous coûter beaucoup cher. Donc, cependant, avec la volonté qui nous anime, nous pensons arriver au bout. Autorités administratives et sages de la localité saluent cette initiative. Ils expriment leur satisfaction à l'endroit de ces retraités. Je remercie sincèrement le donateur. Je veux nommer le président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour appuyer cette association. Si tous les retraités faisaient comme ça, on allait se passer de l'aide du point de vue agriculture, parce qu'elle est la base du développement économique de ce pays. Cette opération de récolte du riz a pris fin par des chansons et danses de la population baga. En déplacement, l'attaché de coopération de l'ambassade d'Allemagne s'est rendu récemment à l'intérieur du pays. C'est pour vérifier l'exécution des microfinances de la coopération allemande pour l'année 2013. La mission a d'abord visité le matériel agricole à Popodara dans la préfecture de l'Abbé avant de se rendre à Dinguiraï pour s'enquérir de la construction et de l'équipement d'un atelier de production du miel. Makale Souma compte rendu. Elles avaient l'habitude de se rendre à Popodra, situé à 7 km de leur village, pour faire décortiquer et mouler leurs céréales. Avec l'aide financière de l'ambassade d'Allemagne, sur la demande de l'ONG Becedora, ces femmes ont désormais au sein de leur village une machine à mouler et à décortiquer. Elle a coûté 70 millions de francs guinéens, mais le service qu'elle rend est inestimable. Il y a assez d'avantages qu'on peut citer par rapport à ça. Si on voit le temps d'occupation de la femme dans la journée, presque toutes les heures, les femmes sont en train de travailler. Si maintenant elles ont une machine, ça veut dire qu'il y a en plus un petit temps qui est libéré pour faire d'autres activités, surtout les activités génératrices de revenus. Après Popodra, ce sont les femmes fileuses et productrices de miel de Dinguiraï qui ont été dotées de moyens matériels suffisants pour l'amélioration de leur production de miel dans le village de Goyon et dans hangar avec magasin pour l'exécution des travaux. C'est grâce à l'ambassade d'Allemagne, nous avons eu le courage de payer les matériels modernes pour la récolte du miel. Chaque année, ce sont environ 10 micro-projets qui sont financés par l'ambassade d'Allemagne en vue d'améliorer les conditions de vie des populations dans les communautés rurales. Pour cette année, les résultats obtenus au niveau des projets rassurent. Nous avons financé en 2013 9 micro-projets dans le pays entier. Et je peux constater avec très grande satisfaction que tous les projets que nous avons financés étaient un très grand succès. Parmi le lot de matériel obtenu, ces ruches modernes au nombre de 40 qui permettront de doubler la récolte du miel. Si avec les ruches traditionnelles, il fallait attendre 1 an pour avoir 5 litres par ruche, avec ces ruches modernes, il peut être obtenu chaque 6 mois jusqu'à 20 litres de miel par ruche. De quoi permettre à ces femmes de réaliser leurs rêves. À Kindia, les membres de l'association des professionnels de la microfinance étaient récemment en conclave. Ils ont échangé sur le développement du secteur et sollicité par la même occasion l'appui du gouvernement et de ses partenaires. Baba Kouyaté, reportage.
Les acteurs de la microfinance guinéenne échangent à Kindia sur le bilan et les perspectives. Un bilan mitigé à cause du manque de financement du secteur et la contre-performance de certaines institutions de microfinance. Au jour d'aujourd'hui, l'APIN Guinée, à travers évidemment ses membres, a alloué des crédits à plus de 400 000 personnes sur le territoire national. La problématique de l'inclusion financière, le développement de nouveaux produits des IMF et le rôle de l'ANAMIF dans le développement du secteur étaient au centre de la rencontre. Le gouvernement adopte la stratégie nationale de microfinance pour permettre à l'ensemble des intervenants dans le secteur d'agir dans un cadre cohérent. La lutte contre la pauvreté interpelle plusieurs stratégies et plusieurs outils à la fois. Le secteur de la microfinance est un des leviers sûrs pour éradiquer cette pauvreté dans tous les pays en développement, bien que la microfinance ne soit pas la panacée. Avec la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, le secteur de la microfinance compte sur le gouvernement guinéen et les partenaires techniques et financiers pour mettre en œuvre le document stratégique national de la finance inclusive de la microfinance élaboré en 2012. Et puis, ce don d'équipement informatique aux étudiants de l'École nationale de secrétariat d'administration et du commerce en SAG, une initiative qui vise à renforcer les capacités professionnelles de ces étudiants en vue de les rendre compétitifs sur le marché de l'emploi. Komara Moussa. Ces ordinateurs sont destinés aux étudiants de l'École nationale de secrétariat d'administration et de commerce en SAC. Ils contribueront au renforcement des capacités des étudiants en informatique, comptabilité et en secrétariat. C'est un geste de l'ONG internationale SOS Informatique. Nous avons remarqué que dans leurs locaux, ils n'utilisent que des appareils, des machines de dactylographie, chose qui n'est plus à la mode. Donc c'est pourquoi nous avons dirigé notre don à l'École nationale de secrétariat et de commerce. Pour les bénéficiaires, ce don vient combler le déficit d'équipement auquel ils font face. On est très content d'avoir reçu ces ordinateurs parce qu'on était en manque de matériel et quand on entend parler de comptable, c'est un informaticien aussi. Il faudrait que nous arrivions en fait à manipuler les ordinateurs à ce que nous soyons en fait capables sur le marché de l'emploi, que nous soyons efficaces sur le marché de l'emploi. À l'instant où je suis, je ne m'attendais pas à ce que ce don arrive en ce moment-ci. On en avait parlé, mais que ça arrive de façon expéditive de cette façon-là, ça m'a surpris et ça m'a épaté. Cette année, c'est la deuxième fois que l'ONG SOS International offre des équipements à l'ANSAC. Elles sont à rehausser le niveau professionnel de ces étudiants en vue de les rendre plus compétitifs sur le marché du travail. L'Université catholique d'Afrique de l'Ouest s'active pour l'incitation des jeunes à l'amour du travail. À travers une conférence débat organisée par l'Institut, les jeunes ont été interpellés à une prise de conscience afin qu'ils s'adonnent au travail, seule garantie de l'avenir. Kernosman Diallo, Moussa Bango. Une conférence débat pour encourager les étudiants à ne compter que sur leurs efforts et dissuader d'éventuels candidats à l'immigration clandestine. Le thème est remarquable. Il est intitulé « Seul le travail paye ». Intéressant surtout à l'endroit de jeunes étudiants qui ont la vie devant eux et qui doivent avoir le courage de s'investir dans l'effort, dans les études, dans la recherche de la connaissance, car comme dit si bien ce prophète arabe, il faut rechercher la science du berceau au tombeau. Sans le travail qui libère l'homme, je ne vois pas de solution. Pas de miracle sans le travail. De quoi booster le moral d'étudiants qui songent à une vie meilleure, mais qui très souvent s'interrogent sur leur devenir après l'université. Des interrogations qui peuvent être déprimantes pour certains d'entre eux. À travers ce conseil, on doit se mettre à travailler, à comprendre ce qu'on doit faire réellement pour avancer, pour évoluer nous-mêmes, notre famille et notre société. L'organisation de ce genre de conférence débat en début d'année universitaire est une tradition dans cette université. Sa vocation, former des cadres et des techniciens compétents, moralement irréprochables. Il
qu'il ne faut pas compter sur la chance, qu'il ne faut pas compter sur les relations d'abord, qu'il faut se définir soi-même par le travail, se valoriser, se donner une place. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait les pièces d'identité, on demande toujours à chacun quel est ton travail, quelle est votre profession. Si tu n'as pas travaillé, tu n'auras pas de profession. En Afrique de l'Ouest, les universités catholiques ont été installées dans 7 pays, en l'occurrence la Guinée, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Une autre rencontre a réuni ce matin au ministère de l'Alphabétisation les représentants des ONG nationales, internationales et les acteurs de l'éducation non formelle du pays. L'action vise à partager les expériences sur les activités de la Fondation Caranta, une organisation sous-régionale qui s'est fixée comme mission la lutte contre l'analphabétisme. Reportage Sekoussouma. Les acteurs de l'éducation non formelle, ONG nationales et internationales, échangent sur le rôle et la responsabilité des pays membres de l'initiative de la Fondation Caranta. Ils veulent mettre en commun leurs ressources humaines pour une meilleure promotion de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans la sous-région. La Fondation Caranta appuie les politiques d'éducation non formelle dans le pays. Ces ateliers pays servent à informer sur le fonctionnement de Caranta, sur le processus, sur les activités déjà réalisées en cours et les perspectives. La Fondation Caranta porte un intérêt particulier sur la Guinée. L'objectif visé est de faire connaître cette structure commune aux autorités responsables de l'éducation nationale. Je voudrais engager tous nos partenaires qui œuvrent sans relâche aux côtés du gouvernement dans la lutte contre l'analphabétisme. Cette rencontre dénommée Atelier Pays se tient à un moment où la Guinée se prépare à prendre les commandes de cette fondation sous-régionale le 3 janvier prochain. Noël, c'est aussi les retrouvailles et l'esprit de famille, une occasion pour la direction générale de l'Ecobank de convier les enfants des travailleurs de la société bancaire autour de l'arbre de Noël. Une manière de passer ces fêtes en famille et en beauté. Falilou Diallo, Ousmane Sissoko. C'est la deuxième année que la Banque panafricaine organise un réveillon pour les enfants des travailleurs de cette société. La démarche est simple, renforcer les liens de fraternité entre les enfants de toutes les personnes qui évoluent au sein de l'entreprise. C'est une fête dédiée aux enfants d'Ecobank. Et si les enfants d'Ecobank sont contents, c'est que les parents sont contents. Ce réveillon de Noël est aussi une occasion pour ces enfants de retrouver leurs parents dans un autre cadre plus jovial et loin de la maison pour passer un bon temps avec eux. Chers amis, comme nous voilà réunis pour notre arbre de Noël, nous allons danser, manger, jouer ensemble et nous disons un grand merci au directeur général de Coban. Les instants que nous allons partager. Joyeux Noël à tous. Le clou final de cette cérémonie, c'est l'arrivée du Père Noël, royalement installé dans son escarcelle, plein de cadeaux pour les tout petits. Le tout couronné par ce jeune chanteur communément appelé Sentinelle, qui a apporté une touche toute particulière à cette fête pour tous ses enfants et leurs parents. Un mot de culture à présent. La structure Guinée Music Awards vient de récompenser les meilleurs défenseurs de la culture guinéenne. Au total, 50 nominés avec 20 trophées ont marqué d'un cachet particulier l'événement. Le prix du meilleur chanteur a été décerné à Fodé Barro et celui du producteur et promoteur culturel a été décerné à Tidiane Souma de Tidiane World Music. Fodé Barro et Tidiane Souma se disent satisfaits de cette distinction. Ils sont au micro de Moussa Komara. Merci l'ensemble de tous les initiateurs de ce prix, Guinée World Music. Je suis très heureux et je dirais que c'est le meilleur prix que j'ai jamais eu de toute ma carrière. J'en suis très fier de ce prix tellement que j'ai du mal à m'exprimer. Dans la même année que l'ensemble du système des Nations Unies d'abord accepte d'abord de nous récompenser pour nos efforts, en fait pour dire merci pour ce que nous avons fait pour la Guinée durant ces 3 ans. Et au niveau activité d'apaisement, activité culturelle d'envergure pour la nation,
Et si dans la même année, nous voyons une consacration en fin d'année, lors de cette cérémonie de Guinea Music Awards, pour que nous puissions être encore honorés pour une 3e année consécutive, d'abord par l'ensemble des journalistes de Guinée, et cela confirmé par le ministère de la Culture, je pense qu'on ne peut être fier, mais c'est encore une autre corvée de plus pour nous pousser à encore faire du mieux pour ce pays. Le nouvel épisode de notre rendez-vous rétrospectif porte ce soir sur l'impact de la délocalisation de la fête de l'indépendance à l'intérieur du pays. Après Boké en 2012, les efforts du gouvernement ont été axés cette année 2013 sur la région forestière dans l'optique des festivités de l'an 55 de l'indépendance nationale. Des précisions dans ce reportage de Brena Keita que nous allons recevoir dans un instant. La délocalisation de la célébration de la fête de l'indépendance nationale, la vision du chef de l'État est d'amorcer le développement socio-économique du pays par les communautés rurales. Après Boké en 2012, où 24 infrastructures ont été réalisées, c'est la capitale de la Guinée forestière qui a été choisie pour la fête de l'indépendance 2013 à l'intérieur du pays. Si en 2012, Boké a été la seule préfecture bénéficiaire, en 2013, le projet a touché toutes les 6 préfectures de la région forestière ainsi que la préfecture de Kissidougou. Au total, il est prévu la réalisation de 77 infrastructures par les entreprises guinéennes avec à la clé la création d'emplois, des infrastructures socio-éducatives, administratives et commerciales. Nous avons donné d'abord la priorité aux infrastructures administratives et de souveraineté. Ensuite vient tout ce qui est lié aux infrastructures sportives, culturelles, religieuses, accueil, etc. Entièrement financée par le budget national de développement, la réalisation de ces infrastructures vise à donner une autre image à nos villes. Des villes qui sont en manque d'infrastructures de qualité. La vision est donc claire, mettre l'argent du contribuable au profit des collectivités. Il a été décidé par le gouvernement de louer chaque année et chaque anniversaire un montant de 240 milliards de francs guinéens pour la célébration de cette fête d'indépendance. Donc c'est un budget de 240 milliards qui est alloué pour Zérekoré et qui sera aussi alloué pour l'autre région qui a choisi le Fouta. Et pour un suivi de proximité, des commissions sont mises en place pour veiller à l'exécution correcte des travaux. Les représentants du bureau du cabinet d'ingénierie conseil, les représentants des cabinets de supervision sont directement sur le terrain pour relayer s'il y a des manquements graves ou des insuffisances graves, ils doivent nous les envoyer. Il y a des rapports publics qui doivent nous parvenir. Donc il y a des bureaux de contrôle qui ont été recrutés et qui sont payés pour suivre, pour faire le suivi technique. C'est donc dans une ambiance de reconnaissance des actions entamées que les Guinéens résidents et ressortissants se sont retrouvés à Zérekoré autour du chef de l'État pour saluer l'initiative. Déjà, des missions d'identification ont séjourné au Fouta et le montage des dossiers sont en cours pour éviter tout retard lié à la réussite de l'an 56 de l'indépendance de la Guinée au Fouta Djallon. À présent, nous allons recevoir sur ce plateau Ibrahima Keita qui a suivi pour la rédaction les travaux liés à la délocalisation de la fête de l'indépendance de notre pays. Bonsoir Ibrahima Keita. Oui, bonsoir Maferin. Vous avez suivi les travaux liés à la délocalisation de la fête de l'indépendance. Alors que peut-on retenir de cette délocalisation? Je veux parler de son impact sur les communautés. Ce que nous pouvons retenir en première position, il faut le dire Maferin tout de suite, que c'est un impact positif. Il faut tout de suite reconnaître que Boké, qu'on connaissait avant, qui a abrité la première fête de délocalisation de l'indépendance dans notre pays, Boké a aujourd'hui changé de visage pour tout passant. Pour ceux-là qui ont connu Boké il y a 2 ou 3, 4 ans, de passage à Boké aujourd'hui, c'est une autre ville que vous avez. Boké, où il y a eu des infrastructures, au total 24 infrastructures, nous l'avons dit dans notre reportage, où il y a eu la pédiatrie, la mairie, le bloc administratif, il y a eu la gendarmerie, il y a eu le marché, un autre marché, un nouveau marché qui a été créé par le gouvernement pour amener les communautés un
peut avoir des infrastructures aptes, disons, à épouser le développement. Et de Boké, nous sommes aujourd'hui rendus à Zérekoré. Nous avons dit dans notre reportage que Boké, il y a eu, à Zérekoré, je m'excuse, il y a eu au moins 77 infrastructures, et Boké et Zérekoré, il y a eu les préfectures de la région forestière et la préfecture de Kissidougou, qui est une porte d'entrée dans cette préfecture, et c'est les infrastructures socio-économiques et qui donnent une autre image à toutes ces villes. Parmi ces infrastructures, il y a évidemment les infrastructures routières que vous n'avez pas mentionnées là. Oui, les infrastructures routières, évidemment. Zérekoré, par exemple, le gouvernement a donné par rapport à ces festivités 20 premiers kilomètres de route, 20 kilomètres de bitume qui ont été réalisés, et vers la fin on a eu rajout de 10 km. Donc aujourd'hui Zérekoré est une autre ville. Quand vous passez Zérekoré qu'on connaissait il y a 5 ans dans la poussière, dans ceci, mais aujourd'hui c'est une autre ville que vous découvrez de passage, parce que toutes les rues principales sont bitumées, et aujourd'hui au niveau des infrastructures c'est du nouveau. Et quand nous sommes rendus à Zérekoré, nous avons compris, par rapport à l'ambiance que nous avons vue, nous avons compris l'adhésion de cette population, l'adhésion de cette communauté à cette politique, et qui donne une autre image, je l'ai dit tantôt, à cette ville. Oui, mais l'autre facteur qui retient l'attention de l'opinion publique, c'est le non-achèvement de ces chantiers avant les festivités. On l'a vu à Boké, les festivités ont eu lieu avant que les chantiers ne prennent fin. Et toujours à Zérekoré qui vient de recevoir les festivités, les chantiers sont en cours. Vous, en tant que reporter, est-ce que vous vous êtes intéressé à ce côté qui cause les causes de ce retard? Voilà, justement, Mafere, vous avez effectivement raison. Quand j'ai rencontré la commission de suivi et évaluation, il y a une commission qui a été une commission interministérielle qui a été mise en place pour suivre ces travaux. J'ai suivi tous ces travaux avec cette commission, et il n'est pas dit que quand on commence des chantiers par rapport à une ville liée aux festivités, que tous ces travaux doivent être livrés avant la date indiquée. Mais les infrastructures incontournables par rapport à cette fête, comme la place des martyrs, comme la tribune, il y a des trucs qui sont obligatoirement, qu'il faut obligatoirement rendre avant le jour J. Et ce qui a été fait à Zérekoré. À Boké, c'était la même chose. Mais c'est les infrastructures qui vont continuer. On va suivre les travaux. Et aujourd'hui, à Zérekoré, à Boké, par exemple, il y a les infrastructures qui ne sont pas achevées, qui ont été démarrées en 2012. Et les travaux continuent. Et parallèlement à ces travaux qui continuent à Boké, il y a les travaux de Zérekoré qui continuent. Ce qui reste évident, le Fouta va démarrer en 2014 et les travaux de Zérekoré vont continuer. Donc, ça veut dire que l'impact est visible, et c'est des travaux qui sont qu'on va continuer, et pour avoir, parce que nous avons une mauvaise expérience dans ce pays-là, excusez-moi de le dire. Nous avons connu dans ce pays-là l'expérience des chantiers des mairies, des communes. Qui commencent et qui ne s'achèvent jamais. Mais le côté positif par rapport à ces festivités, par rapport à cette délocalisation, c'est que le chef de l'État lui-même, il a dit à Boké, il dit je vais commencer, je vais terminer, et s'il en faut, je vais en ajouter. Donc aujourd'hui, c'est un côté positif que nous avons dans nos villes. Boké, côté positif, peut-être que c'est vrai, Boké, tout n'est pas terminé, et Zérekoré, on est en train d'évoluer, mais ce qui reste évident, avant le 2 octobre, c'est sûr, avant le 2 octobre 2014, à l'abbé, ou je m'excuse, au Fouta, et ça sera un truc. Peut-être que ça peut être l'abbé, pourquoi pas. Mais est-ce que vous êtes sûr que le comité de suivi fait ses travaux? Justement, le comité de suivi que je rencontre régulièrement, que je talonne en tant que journaliste pour avoir des informations. Même aujourd'hui, j'ai appelé cette commission avant de venir sur ce plateau, pour que cette commission sache que la FTG, en tant que journaliste, c'est mon devoir de suivre et de donner l'information au public. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est une première, que l'argent du contribuable soit investi à ce niveau.
je vous dis que c'est 240 milliards de francs guinéens investis par an. Et parfaite. Et parfaite. Oui. 240 milliards de francs guinéens que le chef de l'État ou le gouvernement a décidé d'investir à Zéro Corée, et c'est ce qu'on va investir en Moyenne-Guinée. En Moyenne-Guinée. Et certainement, les fêtes qui vont suivre, c'est le même montant et peut-être plus. Et ces 240 milliards tiennent compte des infrastructures marchandes, administratives, socio-éducatives, sanitaires. Il y a l'eau, il y a l'assainissement, il y a la voirie urbaine, il y a l'eau, je l'ai dit, il y a l'électricité. Donc aujourd'hui, nous, en visitant maintenant là où je vous parle, Zéro Corée, si on me suit à Zéro Corée, on sait que je ne dis pas le contraire de ce que les Zéro Coréens vivent aujourd'hui. Donc c'est le côté positif de cette délocalisation. Et aujourd'hui, les populations de Zéro Corée se frottent les mains parce que Zéro Corée, il y a longtemps, n'a pas connu disons cette démarcation par rapport au développement. En bref, qu'est-ce qui reste à faire dans cette initiative pour que la fête de l'indépendance soit vraiment une réussite totale? Voilà, ce qui reste à faire, il faut le dire, il ne faut pas hésiter de le dire, c'est les routes d'accès. Les routes d'accès, et je crois que dans nos prochaines éditions, il y a d'autres journalistes qui vont revenir sur le sujet par rapport aux routes d'accès. Si je prends par exemple le cas Mamou, Farana, c'est un calvaire. Kissédougou, Gekedou, c'est un calvaire. Et la route, la voirie urbaine de Zéro Corée est salutaire. Les gens applaudissent ça aujourd'hui. Et le cas de Bokeh, il y a eu des corrections, mais Zéro Corée, ça reste encore. Et comme nous devons nous rendre au Fouta, il va falloir qu'on apporte des corrections avant qu'on aille au Fouta. Donc le seul côté noir, c'est justement par rapport aux routes d'accès. Et je pense que ça aura jour avant les festivités prochaines. On le souhaite. Merci Ibrahim Keita d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure et dans la même édition.